Bonjour à toutes et à tous. Le 8 mars, dès le lendemain de l'annonce par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats déclarés éligibles pour le premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril, et après avoir ainsi appris que j'avais été déclaré moi-même, ainsi qu'une cinquantaine d'autres citoyens candidats déclarés inéligibles pour cette élection, eh bien, j'ai publié immédiatement après un appel à l'abstention qui a suscité un certain nombre de réactions, même au sein des sympathisants du Parti pour la Précroissance. C'est pourquoi il m'a paru utile et nécessaire de répondre en détail à ces commentaires, ce qui me permettra également, au passage, de préciser les arguments en faveur de cette option d'abstention que je présente donc pour l'élection présidentielle que je propose. Alors, en tout premier lieu, je précise que cet appel à l'abstention ne concerne pour l'instant que l'élection présidentielle. Cette mise au point préalable est nécessaire car elle est de nature à lever un certain nombre de confusions. La deuxième mise au point, très importante, est une mise au point sur le fond et qui va faire plus particulièrement l'objet de cette chronique. Cette mise au point concerne le terme même d'abstention et le sens qu'il faut lui donner. J'ai déjà donné une définition lexicale de ce mot dans ma vidéo d'appel, mais j'y reviens aujourd'hui en reproduisant in extenso la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse, qui dit que l'abstention, premièrement, c'est l'action de s'abstenir de faire quelque chose. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas participer à un vote dans le cadre d'un processus électoral ou dans le cadre d'un référendum. Alors, on constatera tout de suite que cette définition ne correspond pas du tout à celle que donne le ministère de l'Intérieur, par la voix de son ministre, lorsqu'il livre les résultats chiffrés d'une élection quelle qu'elle soit, puisqu'il comptabilise en abstention uniquement les citoyens qui remplissent deux conditions cumulatives. Première condition, avoir demandé leur inscription sur les listes électorales, et deuxièmement, ne pas s'être déplacé pour aller voter. De ce fait, le ministère de l'Intérieur ignore, et avec lui l'État oligocratique, ignore délibérément les votes blancs, les votes nuls, et surtout les non-inscrits sur les listes électorales, trois catégories de citoyens, qui répondent pourtant parfaitement à la définition du Larousse, puisqu'ils s'abstiennent bien de faire quelque chose, définition 1, et qu'ils ne participent pas à un vote dans le cadre d'un processus électoral, définition 2. Deuxième partie de la définition, plus exactement. Alors, faut-il en déduire que le terme abstention, c'est un terme polysémique, c'est-à-dire un terme qui revêt plusieurs sens, comme par exemple le mot vivre, qui peut vouloir dire exister, subsister, habiter, expérimenter, traverser. Ou encore le mot indien, par exemple, qui désigne aussi bien l'habitant de l'Inde qu'un autochtone des Amériques. Bien sûr que non, car alors le dictionnaire aurait listé plusieurs différentes acceptions pour le mot abstention, ce qu'il n'a pas fait. Le terme abstention n'est donc pas un terme polysémique. Alors peut-être est-il autosémique. Autosémique, ça veut dire qu'il bénéficierait d'une qualité permettant de lui donner le sens qui arrange le mieux celui qui l'emploie. Ou peut-être même plus, peut-être relève-t-il de la cratosémie. Cratosémie, c'est-à-dire du droit pour le détenteur du pouvoir coercitif d'imposer au grand public l'acception officielle d'un mot. Eh bien,
Vous l'avez compris, c'est exactement ce qui se passe pour le terme abstention, la cratosémie. C'est-à-dire que le pouvoir étatique impose à nous autres citoyens de base une définition du mot abstention qui ne correspond pas à sa signification étymologique, ni même à sa signification réelle, lorsqu'il s'applique à d'autres actions courantes autres que celle d'aller voter. Dès lors, une question se pose. Mais pourquoi donc le pouvoir étatique impose-t-il une acception restreinte du terme abstention dans le cadre des votations, c'est-à-dire restreint à uniquement le contingent de ceux qui ne se déplacent pas en bureau de vote, alors que de toute évidence, tout en étant inscrits, alors que de toute évidence, il conviendrait d'y inclure les votes blancs, les votes nuls et les non-inscrits, donc qui ne peuvent pas se déplacer en bureau de vote. Trois catégories qui répondent de facto à la définition du dictionnaire. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est pour tenter de minimiser le phénomène abstentionniste dans sa communication. La communication de l'État oligocratique. Alors, je ne vais pas reprendre les chiffres énoncés dans la vidéo numéro 33 qui montrent que le comptage, enfin je vais rappeler plutôt ces chiffres énoncés dans cette vidéo qui montrent que le comptage réel de l'abstention fait grimper le pourcentage d'abstention à 57%, par exemple aux européennes de 2019, le fait grimper à 58% au premier tour des législatives de 2017 et à 62% au second tour des législatives de la même année 2017. Plus précisément, les non-inscrits sur les listes électorales représentent près de 5 millions de citoyens. Les votes blancs, un demi-million, les votes nuls, un demi-million, et les inscrits non votants, 23,6 millions, soit un cumul global d'abstentionnistes égal à 29 millions et demi, qu'il faut mettre en perspective des 52 millions de citoyens français non privés de leur droit de vote. Je ne reviendrai pas non plus sur les raisons supposées et au demeurant jamais explicitées. Les raisons qui conduisent l'État oligocratique, mais pas que lui, à ne pas comptabiliser ces 5 millions de citoyens dans aucun type de statistique, comme s'ils n'existaient tout simplement pas, ou pire peut-être comme s'ils étaient de mauvais citoyens, voire, pourquoi pas, des délinquants passibles de sanctions. Et pourtant, ces gens-là s'abstiennent bien d'aller voter, au sens concret du terme. Et ils le font volontairement, sans subir de pression aucune, et en toute liberté. Quelle que soit leur motivation, ces citoyens s'abstiennent, ils sont donc des abstentionnistes. Alors, l'argumentation la plus souvent avancée pour justifier de leur non-comptabilisation, c'est que ces gens-là sont supposés ne pas s'intéresser à la vie collective de leur pays. Ceux qui avancent cette pseudo-argumentation, sans fournir d'ailleurs aucune preuve factuelle, se sont-ils au moins une fois demandé s'il ne pouvait pas y avoir une autre raison? Se sont-ils également demandé s'ils ne confondaient pas, par hasard, vie collective et vie politique? Parce que ces non-inscrits, ils participent bien évidemment à la vie collective de la nation, de par leur activité civile, professionnelle. Ce n'est bien qu'à l'activité politique qu'ils ne participent pas. Et pourquoi donc ces non-inscrits ne participent-ils pas à la vie politique? C'est-à-dire pourquoi ne se mettent-ils pas volontairement en situation de pouvoir aller voter lors des consultations électorales décidées par la minorité oligocratique? Eh bien, encore une fois, la réponse est simple. C'est tout simplement parce qu'ils rejettent les procédures de participation qu'on leur impose
et ne veulent pas être mêlés au jeu de dupes du système oligocratique, jeu de dupes qui utilise l'alibi de l'élection pour asseoir la domination d'un groupe restreint sur l'ensemble des citoyens. Et ils rejettent ces procédures, et ils le font au même titre, et pour les mêmes raisons que les voteurs blancs, pour les mêmes raisons que les voteurs nuls, et pour la même raison que la masse de ceux qui, bien qu'ayant fait l'effort de s'être fait inscrire sur les listes électorales, ne se déplacent pas le jour du vote. Et j'ajouterai enfin que ceux qui contestent cela, eh bien, ils sont dans l'incapacité d'apporter des preuves factuelles de ce qu'ils avancent. Car il ne s'agit que d'analyse subjective, de pur ressenti. Et de toute façon, cela ne change rien à la réalité concrète que les non-inscrits s'abstiennent de façon volontaire et de façon délibérée et doivent donc, en toute logique, être considérés comme des abstentionnistes. Mais il existe bien, par contre, une différence entre les non-inscrits, les voteurs blancs, les voteurs nuls et les inscrits qui restent chez eux. Une différence qui réside dans la manière de signifier leur rejet des procédures proposées imposées, qui leur sont proposées imposées. Manière qui pourra d'ailleurs varier dans le courant, tout au long du courant d'existence d'un citoyen abstentionniste. Par exemple, nous pourrions suggérer que les inscrits non-votants choisissent ce comportement car ils savent très bien que le pouvoir oligocratique va les comptabiliser en tant qu'abstentionnistes officiels et qu'ils vont pouvoir ainsi se compter et former un groupe avec une identité propre. Par exemple, nous pourrions également suggérer que les voteurs blancs considèrent que l'acte de se déplacer dans un bureau de vote pour voter blanc témoigne de leur vertu de citoyen, même citoyen non votant. Par exemple, nous pourrions suggérer que les voteurs nuls marquent par cet acte volontaire et anonyme un rejet provocateur de la procédure qui leur est proposée et imposée. Et enfin, par exemple, nous pourrions suggérer que la non-inscription sur les listes électorales marque le summum du mépris pour le système oligocratique, marque le summum de la part d'un citoyen qui aurait lui-même pris conscience du mépris que le système avait pour lui. Car les non-inscrits sont souvent, contrairement à une idée reçue, les plus politisés au sens d'observer avec attention le spectacle de la vie politicienne et de l'analyser. Je suis d'ailleurs, personnellement, un spécimen représentatif de cette catégorie, n'ayant jamais voulu m'inscrire volontairement sur les listes électorales avant l'élection de 2017, date à partir de laquelle il m'est apparu intéressant, pour des raisons diverses et variées, d'aller porter certaines idées dans le grand cirque politique, et date à partir de laquelle je me suis inscrit sur les listes électorales et je n'ai voté exclusivement que pour les autres candidats porteurs de ces mêmes idées, à l'exclusion de tout autre candidat de substitution ou de toute tentation de vote quand même ou de vote dit utile. Alors, vous avez donc compris que toutes ces formes d'abstentionnistes ne sont en réalité qu'une seule et même catégorie de citoyens, qui signifie, ces citoyens, d'une façon ou d'une autre, le rejet de l'oligocratie et leur aspiration à une vraie démocratie qui, une fois installée, leur enlèverait toute velléité précisément abstentionniste. C'est pourquoi il est important que tous ces citoyens, d'aspirations sans doute diverses, mais tous réunis par le plus petit dénominateur commun du rejet des procédures oligocratiques, puissent se compter et signifier, de par leur nombre imposant, signifier un sérieux avertissement
dans l'attente qu'il soit un nombre encore plus important. Un investissement qui, lorsque ce nombre sera devenu encore plus important, qui sera susceptible d'ôter toute légitimité de fait au pouvoir oligocratique. Alors voici donc ainsi exprimé cette première mise au point sur mon appel, concernant mon appel à l'abstention pour l'élection présidentielle du mois prochain. Dans une très prochaine chronique vidéo, je répondrai, comme annoncé et en détail, aux principales critiques, questions et observations qui m'ont été faites sur cette fameuse stratégie abstentionniste. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.